Toujours sur la saga de la Terre, document réalisé par un maraîcher, conférencier, écrivain, bon j'en passe, il n'en a rien à faire, le gars. Ce qu'il veut, c'est que vous sachiez. C'est que, d'une part, Madame le ministre de la Santé, Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, puisse enfin réagir après les avoir correctement informés. Dans la vidéo première, nous parlions de la pilule contraceptive qui était en train de polluer les rivières, la Seine en particulier. C'est un produit chimique, néfaste ô combien, c'est tellement facile. La nature n'a pas mis en place la glaire cervicale chez la femme, facilement vérifiable par elle-même, d'autant que les docteurs Billings en ont bien démontré l'efficacité de cette méthode et de cette glaire. Méthode bien plus efficace que la méthode Ogino. Alors nous allons taper donc sur le 2, qui est intitulé, deuxième vidéo, conséquences de terres exploitées industriellement. La terre devient morte, en premier, compacte et sans vie. Il ne faut pas être surpris des inondations catastrophiques. 2. Un exemple. Le géranium produisait 130 litres d'huiles essentielles à l'hectare lorsqu'il plongeait ses racines à 3 mètres de profondeur. Avec un système racinaire réduit à 30 cm, nous sommes descendus à 3 litres par hectare. La culture de lavande est dans les mêmes proportions. Il y a un effondrement de la qualité et de la quantité. Comment fait votre système immunitaire pour éviter les maladies? Il n'a pas les combustibles ou les carburants nécessaires et il sombre. Et le patient s'en va vers les produits chimiques plutôt que de demander à corps et à cri une agriculture respectueuse. Combien de fois, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Madame le ministre de la Santé, j'allais dire la maladie, combien de fois faudra-t-il vous le répéter? 3. Les résineux, les eucalyptus, tuent le sol en l'acidifiant. En sous-titre climat et pluviométrie. Vous savez bien que les cheveux protègent notre crâne des effets du climat, comme les cultures protègent la terre. C'est le sol qui fait le climat et qui le modifie. Les bactéries au-dessus des arbres émettent dans l'atmosphère de la vapeur d'eau qui se dirige dans le centre du continent pour pleuvoir. À savoir, les résineux n'ont pas cette propriété totale. On peut constater en Beauce qu'il tombe moins d'eau, soit 600 mm, pourtant plus proche de la mer qu'en Alsace qui possède une pluviométrie de 800 mm. Pire, au niveau mondial, on constate qu'en Amazonie, il pleuvait 2000 mm et aujourd'hui on est descendu à 1000. À l'intérieur d'une forêt, en Amazonie, la température est à 22 degrés, contre 45 au-dessus de la forêt. La Bretagne, sans bocage, est devenue sèche. Il est important de noter qu'il faut une continuité de forêt entre la mer et les zones à irriguer, sinon il se produit une coupure d'eau et l'on va faire d'évaporation et on va vers un assèchement et une désertification. Au Brésil, le désert avance. Les conifères, pour se prémunir des maladies et des parasites, émettent des terpènes. Ces molécules ont la capacité de condenser l'humidité et d'entraîner la formation de nuages 2 fois plus épais qu'au-dessus des zones non boisées. Et il ajoute, et je suis d'accord avec lui, il grêle sur les terres nues, mais pas sur les forêts. Les haies, H-A-I-E-S, fournissaient le bois, contenaient le bétail,
en broutant, faisaient du fumier et permettaient de laisser reposer le sol à une bonne vie microbienne. Les acacias sont fixateurs d'azote. Les canards qui mangent les graines font de la fiente. C'est de l'engrais naturel. C'est ce que l'on appelle de l'agro-sylvo-pastoral. Quand les arbres sont émondés, on peut cultiver dessous en agroforesterie. Pour ça que pas mal de gens prennent des arbres lorsqu'ils les plantent entre des cultures, des arbres de haute stature. Au lieu de planter des résineux et des eucalyptus qui produisent des acides, stérilisent la terre et désertifient comme au Portugal, il faudrait planter des feuillus tels que l'acacia. La terre, devenue morte, retient très peu d'eau. Il devient indispensable d'irriguer les champs. Ne soyons pas surpris qu'il soit consommé 80% d'eau par l'agriculteur pour irriguer 1,5 million d'hectares avec les conséquences d'assèchement des nappes phréatiques. Alors, il y ajoute, et là je ne comprends pas, mais d'après la NASA, la surface verte sur Terre augmente. Tu parles. On trouve de la luzerne dans le désert. Et quoi encore? Est-ce logique ou est-ce un leurre? On brûle le lisier des cochons en Bretagne pour ne pas polluer la mer. On ne la porte pas en bosse parce que ça coûte trop cher. Un non-sens! Redonnez à la terre ce que vous lui avez pris, et non pas en chimie. La faute à la mauvaise information. La faune meurt à 90%, est-ce une surprise? L'exploitation des sols est en rapport avec notre santé. Sous-titre: effondrement. Les vitamines se dégradent dans les plantes une fois récoltées. Les légumes se retrouvent complètement vides d'apports capitaux. Témoignage au Sénégal. Autrefois, les pamplemousses se gardaient tout l'hiver, maintenant ils pourrissent. On a 100 fois moins de vitamines dans nos produits. 100 grammes de pommes contenaient 400 mg de vitamine C et aujourd'hui, on est descendu à 4 mg. 100 fois moins. La rainette du Mans en contient encore 35. Il y a 100% de fer en moins dans le parmesan. Autrement dit, plus rien du tout. La faune du sol étant en grande partie détruite n'attaque plus la roche qui produisait un miela à partir duquel la plante absorbait ses minéraux. Le calcium, le fer, l'aluminium ne sont plus attachés à l'humus et à l'argile. Les rivières sont pleines de boue et l'humanité s'habitue à cela et tout le monde croit que c'est naturel, y compris nos ministres. C'est partout dans le monde. Lorsqu'on produit 1 kilo de céréales, 1 kilo de terre part à la mer, en convergence avec, nous l'avons déjà dit, Claude Bourguignon et Dufumier, ingénieur agronome. Le fer, le zinc, la silice ont baissé de 30% environ dans les plantes en 30 ans. Le calcium est à 16%. Le sélénium a disparu des terres d'Europe. Oh, il est anti-cancer. Mais foutez-nous la paix avec vos produits chimiques. Vous n'avez obtenu aucun résultat, monsieur ou madame le ministre. Vous le savez très bien. Et vous vous taisez parce que vous avez peur. Nous, on n'a pas peur. Une bactérie qui permet de produire de la vitamine B12 a disparu de nos sols. Sans B12, c'est la dépression et autres pathologies. C'est pour ça, mettez-vous au jus de fruits et de légumes bio. Et vous verrez la différence. De vrais légumes bio. Des sols cultivés proprement, rationnellement. En règle avec la nature. Le silicium étant moins absorbé par les plantes, donc elles sont carencées, entraînant des problèmes au niveau des articulations. Les tendons deviennent fragiles. Le silicium capte aussi l'aluminium et en permet l'évacuation. Or, par le manque de silicium, on se retrouve empoisonné par l'aluminium. C'est l'effet domino, n'est-ce pas? Les plantes ne contiennent plus de testostérone, ni de matière qui joue un rôle à ce niveau dans notre corps.
C'est pourquoi l'être humain perd de sa créativité et de sa convivialité et de sa combativité. On marche sur la tête, c'est pas un hasard. On assiste à un effondrement de variétés. Perte définitive au niveau mondial de 90% des variétés industrielles, traditionnelles, pardon. Nous en avions 3 à 400 nous en avions jusqu'à 400 variétés par espèce entre les deux guerres, et nous sommes descendus entre 20 et 30, sauf pour les tomates, où il en reste encore une centaine. Vers de terre. Comme il n'y a plus d'humus, les vers de terre disparaissent. Or, ce sont eux qui remontent les éléments fertilisants du sol. Autrefois, il y avait 2 tonnes de vers de terre. Aujourd'hui, il en reste 100 kilos par hectare. En population normale, il y a 5 mètres carrés de galerie pour 1 mètre carré de sol superficiel. Les besoins métaboliques des vers de terre sont proportionnels à la température. 0 de température égale 0 besoin. Ils font mieux que labourer et drainer le sol, ils le revitalisent, ils ingèrent et digèrent des tonnes de matériaux à l'hectare. Ainsi, 221 kg de sol transitent dans 1 kg de vers de terre par an. Je répète, 221 kg de sol par kilo de vers de terre. Ils remontent les éléments fertilisants, nous l'avons déjà dit, et labourent le sol. Ils l'aèrent et le rendent vivant. Leurs excréments sont une source de stabilité de la terre. Ce qui est surprenant en population normale, c'est que les vers de terre sont aussi lourds que tous les animaux de la terre. Les vers de terre sont donc, avec les plantes, des micro-organismes. Les 3 principaux acteurs biologiques des écosystèmes émergés. Les plantes travaillent en symphonie avec nos amis les lambriciens pour mieux nous servir en produits végétaux de qualité. En sous-titre, sol vivant, il y a 3 à 4 milliards de collemboles et autres bestioles de ce type dans les champs cultivés. Ils produisaient des boulettes fécales qui retenaient l'eau comme l'humus. Dans les bois, il est retenu 150 mm. Or, pour une même épaisseur de terre dans les champs cultivés, c'est seulement 1 mm, d'où le ravinement, l'érosion et les inondations. Dans la nature, les microbes solubilisent les éléments pour qu'ils deviennent absorbables par la plante. L'azote est solubilisé en nitrate, le soufre en sulfate, le phosphore en phosphate qui deviennent assimilables par la plante. Un hectare de terre saine abrite 3 tonnes, de microbes et 5 tonnes de petits animalcules, soit une faune qui représente 80% de la biomasse. Hélas, aujourd'hui, il n'y a plus de boulettes fécales. Une poignée de terre forestière contient plus d'organismes vivants que d'êtres humains sur Terre. Dans 1 gramme de sol vivant, on trouve, allez, ça y est, on m'appelle, ils répondront, 10 000 à 100 000 actinomycètes, 10 millions à 10 milliards de bactéries, 100 à 10 000 algues, 1000 à 1 million de protozoaires, 10 000 à 1 million de germes de champignons, 2 à 3 tonnes de microbes à l'hectare ont une capacité de 350 fois supérieure à notre énergie. C'est ainsi que la flore biochimique de 1 kg de bactéries du sol correspond à 350 kg de chair pour l'être humain. Il faut 700 km d'altitude pour permettre la respiration aux microbes du sol, car elle est extrêmement puissante. Ce sont eux qui fournissent l'oxygène pour nous permettre de respirer. Un Américain avait construit une énorme serre, espérant y planter beaucoup d'espèces végétales, un peu comme l'arche de Noé. Mais par la puissance d'absorption de l'oxygène, la structure métallique a été aspirée au niveau de la terre et s'est écroulée. Alors, j'espère qu'il n'y en a plus beaucoup, non, ça va. Et où je reprends, en sous-titre, les arbres.
Les arbres n'ont pas de poils absorbants. Ils vivent en symbiose avec les champignons de la terre. Lorsque l'eau tombe sur un arbre, elle s'écoule vers le tronc, puis rejoint la terre et peut emmagasiner jusqu'à 10 000 litres d'eau grâce à son système racinaire. Nous pouvons noter que les feuillus captent bien mieux l'eau que les résineux. Un chêne en consomme 800 litres par jour, adulte. Quand on parle d'arbres et quand on les plante et que l'on met la matière organique au fond, il crèvera 30 ans plus tard parce que les racines seront nécrosées. La matière organique a besoin d'oxygène et doit rester en surface. Un arbre déplanté et replanté à qui on a coupé les racines perd son sens de propagation. Ses racines sont toutes autour de lui. De plus, on le rabat, tout ceci n'est pas naturel. Il est autrement préférable de semer directement une graine qui donnera incontestablement un sujet plus fort et plus résistant. Un séquoia, dans ces zones d'origine, est capable de coloniser un demi-hectare par ses racines et en Europe, moitié moins. Les oliviers de mon ami tunisien, Habib, sont plantés tous les 20 à 25 mètres, ce qui donne 16 à 25 arbres à l'hectare. La densité doit être très modérée car il ne pleut que 200 mm par an. Ce n'est pas beaucoup et lorsqu'il n'y a pas les 200 mm, la récolte est nulle. Amené par les transports, un insecte piqueur d'Asie vient s'installer sur des sapins et les arbres meurent au bout de 15 ans. Sous-titre: plante vivante. Une plante est capable de recevoir le gaz carbonique et l'hydrogène de l'eau pour former du sucre par le soleil, c'est-à-dire la photosynthèse, et cela produit de l'hydrogène. Tout ce qui est synthétisé dans les organismes vivants, c'est réalisé par les enzymes qui transforment les lipides et les protéines. Il y a des enzymes spécifiques au potassium, au zinc, au fer, au cuivre, au molybdène, qui pénètrent dans la plante par l'intermédiaire des microbes. Plus les racines s'enfoncent dans le sol, plus nos plantes ont du goût suivant les terroirs. Or, aujourd'hui, c'est planifié. Va-t-on encore trouver des vins différents suivant les régions? De la piquette, oui. Une plante est composée de 44% d'oxygène, autant de carbone et 6% d'hydrogène, ce qui nous donne 84% de matière sèche. L'eau est un dipôle, c'est-à-dire comprenant deux atomes de cation. Qu'est-ce que c'est qu'un cation? C'est un atome ou une molécule. Et l'oxygène, un atome d'anion. Un anion, c'est kiff-kiff, mais c'est un atome ou une molécule négative. Bon. Cela permet de transporter tous les éléments, sachant que le potassium, le calcium, le magnésium sont des cations et les nitrates, les citrates, les phosphates, les sulfates sont des anions. Voilà. Et nous en arriverons au troisième épisode. Qu'est-ce que la photosynthèse? Monsieur le ministre, Madame le ministre, j'espère que vous vous êtes réunis.